Alors, bonjour, bienvenue. Ça me fait plaisir à nouveau de vous accueillir au nom de la chaire Religion, spiritualité et santé de l'Université Laval, dans le cadre du séminaire Entrer en vulnérabilité ou en sortir, un séminaire qui est soutenu par le Fonds François et Rachel Routhier. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Thierry Collot, qui est professeur à l'Université de Fribourg, en Suisse, professeur de théologie morale et d'éthique, et qui est responsable de la chaire de théologie morale spéciale, une chaire qu'il décrit comme s'intéressant particulièrement à la bioéthique, à l'éthique de la santé et du vieillissement, à l'éthique économique également. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Thierry Collot, qui va nous parler de vulnérabilité en contexte de vieillissement, la vulnérabilité chez les aînés. Alors, la parole est à vous. Bonjour, merci de l'invitation et ça me fait plaisir de travailler ce thème avec vous. La vulnérabilité des aînés, j'ai retraduit ça un petit peu différemment. Les aînés entre vulnérabilité et résilience, mais ça fait peut-être référence au thème général du séminaire, entrer en vulnérabilité et en sortir. Je ne sais pas si on en sort, mais on fait quelque chose qui, au milieu de la vulnérabilité, que je vais appeler la résilience. Donc voilà pour ce petit moment. Je vais structurer de la manière suivante. Je vais parler donc, comme on a convenu avec Hélène Champagne, à peu près 40 minutes. D'abord, quelques réflexions rapides, deux éléments d'abord de définition et de définition large. J'ai appelé ça champ sémantique sur le vieillir et surtout sur la vulnérabilité. Vous verrez que à partir d'un descriptif de la vulnérabilité, alors j'ai malheureusement pas pu suivre l'entier du séminaire, donc vous me direz si ça correspond ou si c'est en contradiction avec ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. À partir de ces éléments définitionnels, je visiterai d'abord très rapidement, là aussi, des lieux de vulnérabilité liés au vieillissement. Pourquoi est-ce que le vieillissement influe sur la vulnérabilité? Pourquoi est-ce que le vieillissement modifie notre vulnérabilité? Il ne rend pas vulnérable, il modifie une vulnérabilité générale. Et puis, en sortir, j'ai dit on n'en sort pas, mais on travaille la vulnérabilité, on travaille ces situations pour continuer à vivre. C'est la définition de la résilience, hein, c'est continuer à pouvoir avancer dans son chemin de vie malgré ou en dépit du traumatisme, de la blessure, de la difficulté. Et quels sont, on a beaucoup étudié la notion de vieillissement réussi, c'est une notion ambiguë, j'y reviendrai, mais quelles sont les stratégies pour être résilient, pour entrer en résilience, plus spécifiquement au moment du vieillissement et chez la personne âgée. Je donnerai deux exemples. Hélène Champagne a dit, je suis dans une chaire d'éthique sociale et ma réflexion éthique s'intéresse beaucoup à la communauté, au bien commun, à ce que nous faisons ensemble. Pour moi, éthique sociale, c'est déjà un pléonasme. Toute éthique est sociale. Je suis marqué par des philosophes comme Ricoeur ou Lévinas, pour qui l'éthique ne peut pas être dit indépendamment du rapport à l'autre et du rapport aux autres, à ces autres avec lesquels nous formons des communautés. Donc, deux exemples de ce que, paradoxalement, dans le monde germanophone, on appelle des caring communities, qui sont un peu à la mode ces temps dans le domaine du vieillissement, dans le domaine des soins palliatifs, en Suisse allemande, en Suisse germanophone et par contamination en Suisse francophone aussi. Je vous donnerai deux exemples, un francophone et un germanophone. Donc, vous aurez les slides, une bibliographie que je n'ai pas détaillée, mais qui reprend un petit peu ces grands axes que je viens d'évoquer. Vieillir. Vieillir, on peut le voir comme attraper une maladie, passer brusquement d'un état jeune dans un état vieux. Mais
médicalement, j'ai été médecin pendant une vingtaine d'années, donc je suis marqué par ma culture médicale. Médicalement, on commence à vieillir quasiment à la naissance, mais en particulier si on prend le squelette, notre masse osseuse commence à diminuer déjà à partir de 25 ans. Donc, on pourrait dire qu'on commence déjà à vieillir. Toute notre vie est un processus continuel de réajustement, de vieillissement et de rajeunissement. Et donc, c'est déjà ici, j'aimerais ouvrir sur la notion de complexité. Vieillir, c'est pas simplement à partir de 65 ans être vieux. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'être vieux? Donc, j'ai mis ici la vie est à considérer comme un processus dynamique qui implique un réarrangement permanent sur la base d'une trajectoire historique unique. Il n'y a pas une figure, un idéal type du vieux, des vieux, de la personne âgée, mais il y a une multitude d'histoires, il y a une multitude de trajectoires de vie, comme dans chacun des âges de la vie. Il y a aussi des multitudes d'histoires et de trajectoires. Deux articles que je convoque ici. D'abord, Jean-François Bickel, un sociologue du vieillissement en Suisse romande, qui dit cela. Bickel, une fois, j'étais allé le trouver quand j'étais un peu plus jeune, en lui demandant, et j'avais pas encore beaucoup travaillé sur le vieillissement, Bickel, j'étais allé le trouver en lui demandant s'il voulait pas venir dans une formation nous parler de la vieillesse. Et il m'avait regardé en me disant, mais c'est quoi la vieillesse? Ça n'existe pas. Il y a des personnes qui sont vieillissantes et voilà de quoi il faut parler. Et il le dit ici, nos analyses montrent, à l'instar d'ailleurs d'autres travaux, que la vie quotidienne dans la grande vieillesse n'est pas la réalité plate, sans relief, homogène, à laquelle on la réduit trop souvent, et qu'elle ne se résume pas à être la conséquence inéluctable et univoque des problèmes de santé rencontrés par le vieillard. Donc, il aimerait casser une vision trop restrictive, enfermante de la vieillesse, mais qu'elle est au contraire une réalité hétérogène, dynamique, traversée par des processus multiples et variés. Je prends, pour casser aussi les idées préconçues, que l'idée que plus on vient vieux, plus c'est difficile, plus on est vulnérable, plus on s'enfonce dans un état de dégradation et que finalement c'est très triste de vieillir parce si on le lit sous le prisme de la perte, d'une sorte de dégénérescence. Et les sociologues du vieillissement en particulier, les gérontologues, ont découvert ou ont été surpris en partant avec cette idée que plus on allait vers les old, les vieux, on allait trouver des gens repliés sur eux-mêmes, qui ne font plus rien, qui trouvent la vie très triste. Et non, oui, il y en a, mais pas que. Et même, il y a une bonne quantité de personnes âgées, voire très âgées, qui se trouvent bien et qui vont bien. Et c'est ce qu'on a appelé le paradoxe du bien-être de la personne âgée. Bickel le décrit comme ça, il le décrit comme une surprise chez les gérontologues de la fin du XXe siècle, l'absence de relation forte entre l'évolution du bien-être et l'avance en âge est perçue dans la littérature scientifique comme un paradoxe. Ce paradoxe, je l'ai retrouvé dans un article intéressant, qui est un article, une revue de la littérature sur les centenaires. Vous savez que les centenaires sont en explosion, le nombre de centenaires est en explosion. S'il y a quelques années, on se glorifiait d'avoir un centenaire dans sa commune ou dans sa ville, actuellement, il y en a beaucoup. Là, je faisais une formation et j'en discutais avec une infirmière à domicile dans une petite ville de 30 000 habitants, une petite ville de Suisse romande. Elle me disait, moi, j'en ai 10 de centenaires. Donc voilà, et donc on les étudie de plus en plus, c'est assez intéressant. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve chez eux aussi ce paradoxe du bien-être. Ici, je cite Job, Daniela Job, les centenaires présentent une multimorbidité, donc ils ont beaucoup de problèmes de santé, ce que le docteur Pajot a expliqué la dernière fois. Et ils ont une multimorbidité et ils courent en plus le risque d'un déclin cognitif. La prévalence de la maladie d'Alzheimer
est assez élevé, même très élevé dans certaines catégories de population centenaire. Néanmoins, ils sont résilients. Malgré leur vulnérabilité, ils expriment fréquemment un bon niveau de satisfaction de vie. J'en ai eu l'exemple il y a 2 mois. On a fait ce qu'on appelle un café scientifique où on réunit quelques pseudo-experts dont j'étais, et puis du tout venant de la population, et on discute de choses et d'autres. Ici, on discutait du vieillissement et les organisateurs avaient eu l'excellente idée d'inviter un expert, mais un expert centenaire ici, hein, ce monsieur-là, qui était extraordinaire, qui nous a donné une leçon de vie. Alors, il a plein de problèmes de santé, il se déplace avec un déambulateur, il a des difficultés parfois de mnésique ou d'expression, mais pas que. Et il a une jovialité, il nous a parlé du patois fribourgeois, d'une ancienne langue en train de disparaître dans notre région. Et il a montré ce paradoxe du bien-être. Cette constatation, donc, nous renvoie à la tension indépassable d'une vulnérabilité qui est à combattre pour être atténuée. Donc, il y a une vulnérabilité, ce que le docteur Pajot a appelé fragilité, il y a une capacité une possibilité de se blesser, on va voir, de s'isoler, de se trouver abandonné, exclu, donc du fait même du vieillissement. Donc, il faut des choses qu'il faut combattre, qu'il faut prévenir, qu'il faut atténuer, mais en même temps, le paradoxe, c'est que la vulnérabilité, on n'enlèvera pas. Et que vous avez, et c'est une illusion qu'on a eue souvent dans le monde soignant, de dire, on va être des super gériatres, des super gérontologues, et puis on va protéger ces personnes âgées de manière à ce qu'elles ne soient plus vulnérables. Et on en a même trop fait, on n'a pas, en faisant trop. L'exemple type, c'est attacher des gens sur leur chaise pour pas qu'ils ne tombent. Hein. On va avoir une intervention qui va viser à prévenir les chutes, qui sont une des causes importantes de morbidité chez la personne très âgée, mais au prix d'une limitation de la liberté de la personne, une limitation que l'on juge actuellement intolérable de cette liberté. Donc, en même temps, la vulnérabilité doit être reconnue comme le lieu à partir duquel, toujours à nouveau, se déploie la liberté du sujet. Il faut déployer la liberté de ce monsieur, il faut tout faire pour qu'il puisse déployer sa liberté. Et l'inviter à une table ronde sur la vieillesse, c'était un très beau geste parce qu'il a vraiment fonctionné comme expert. C'était pas de la condescendance de la part des organisateurs. Et donc, mais c'est à partir de sa situation, à partir de sa vulnérabilité, c'est sans nier sa vulnérabilité. Je vous renvoie à un article intéressant ici du philosophe Bertrand Cantin qui s'appelle « Quand maximiser le pouvoir d'agir se retourne contre la personne vulnérable quand on veut trop en faire en pensant sortir la personne de sa situation de vulnérabilité. » Il faut peut-être travailler à l'intérieur. Et c'est ce que j'essaye de dire avec une petite réflexion sur la vulnérabilité. On est alors je ne sais pas comment vous l'avez considéré dans le séminaire, dans les définitions, on est dans une oscillation. On a la définition classique, la définition étymologique de la vulnérabilité, c'est la capacité d'être blessé, d'être atteint, d'être blessé. Vulnus, c'est la blessure. Mais on en a, alors on avait au départ réservé cette capacité d'être blessé à ceux qui sont fragiles, blessables, aux vieux, aux malades, et puis le reste du monde serait quoi? Alors invulnérable. On voit bien que ça va pas, donc on a dit non, mais on est tous vulnérables. Donc la vulnérabilité, c'est un peu plus que la capacité d'être blessé, c'est la capacité d'être affecté. Ça, c'est Lévinas. Mais pour Lévinas, le affecté, il est affecté par la souffrance et l'exigence d'autrui.
il est affecté aussi par sa blessure et sa possibilité de mourir. Donc, on a quelque chose de... Donc, on a une oscillation. Est-ce que c'est la capacité d'être affecté ou la capacité d'être blessé? Je vais y revenir. Donc, je vais y revenir même très rapidement. Alors, j'ai essayé de détricoter ça. Au départ, j'étais de ceux qui poussaient à élargir la définition. La vulnérabilité, c'est notre capacité d'être ouvert à ce qui nous advient. Mais je ne suis pas sûr, parce que déjà, c'est contre-intuitif au niveau du langage courant. Quand on parle de vulnérabilité, on ne parle pas d'un élément forcément positif. Et donc, je pense qu'il faut reprendre un peu pas la définition, j'aime pas les définitions, j'appelle ça le champ sémantique. Il y a des mots qu'on emploie et j'essaye de dresser une sorte de carte, de cartographie de ces mots que nous employons et qu'est-ce que ça peut signifier. C'est une cartographie provisoire, elle m'est venue ces derniers jours, donc libre à vous de me suggérer d'autres dispositions ou d'autres notions qu'il faudrait y introduire. Je pars avec cette idée qui est juste, il y a quelque chose de spécifique dans l'humain qui est sa capacité d'être exposé, d'être touché, d'être affecté. Et si j'enlève cela, si je m'immunise, je vous renvoie au philosophe Esposito qui thématise l'opposition entre communauté et immunité. Si je m'immunise, si je me blinde, si je mets une armure, je ne suis plus touché, mais est-ce que je suis encore dans l'humain? Peut-être pas. Et l'humain véritable, c'est peut-être celui qui sait ouvrir les bras, qui sait s'exposer justement. Mais cette posture-là, elle est extrêmement dangereuse parce que vous pouvez être embrassé ou blessé. Laissons cela, restons pour le moment à cet élément d'ouverture des bras, et ça, c'est pas la vulnérabilité, je l'appellerais moi sensibilité, c'est-à-dire la possibilité d'être, sensibilité, c'est aussi un mot qu'utilise Lévinas, c'est la possibilité d'être touché, d'être affecté, justement. Et cette sensibilité, elle est fragile, elle est flottante, elle est instable. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et donc, elle implique une certaine direction, un certain agir. Elle n'est pas pure passivité. Il faut faire quelque chose pour que le meilleur m'arrive et pas le pire. Je prends ici un exemple d'un voilier. Le plus excitant sur le voilier, c'est quand il est en plein vent, c'est pas quand il est au calme plat, où il est bien stable sur la mer, mais il y a rien qui se passe. Quand il est en plein vent, il gagne en vitesse, il gagne en plaisir pour les navigateurs, mais il gagne aussi en instabilité. Et il faut le garder dans cette ligne de crête, et c'est ça peut-être une belle image pour l'avancée dans nos existences. On est toujours en situation d'instabilité quand on veut trop bétonner, quand on veut trop stabiliser les choses, comme je disais en attachant par exemple comme on l'a fait longtemps les personnes sur des chaises pour pas qu'elles tombent. Elles sont stables, mais est-ce qu'elles sont encore vivantes? Alors, je continue ma cartographie. Cet exposé, être touché, être affecté, il peut, dans cette instabilité, partir dans deux directions différentes. Il peut partir vers la relation, ou il peut partir vers l'effraction. J'ouvre ma porte, l'ami peut rentrer, mais le cambrioleur aussi. Et la vulnérabilité, elle doit être, à mon avis, réservée pour cette partie-là. Et c'est là, il y a une sensibilité qui peut être utilisée pour produire de la blessure, de la cassure, de la violence. À ce moment-là, on est dans la vulnérabilité. Mais la relation, cet autre axe, alors, j'ai pas trouvé, j'ai cherché le mot, vous me direz si vous en avez, j'ai cherché le mot pour être l'opposé de vulnérabilité, j'ai mis capabilité. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est
c'est une situation, être en possibilité de. Et puis, on a fragilité et solidité. Le docteur Pajot a passablement parlé de la fragilité la dernière fois. J'avance un peu rapidement. Au niveau des définitions, Nathalie Maillard, une philosophe qui a écrit passablement sur la vulnérabilité, dit la vulnérabilité, c'est être vulnérable, c'est pouvoir être négativement affecté. Vous voyez, il y a quelques mois, je biffais le négativement. Je disais simplement être affecté. Lévinas va le dire aussi. Mais je pense qu'elle a raison. C'est être négativement affecté. C'est l'affectation passe dans cette voie ici. J'ai ouvert les bras, mais j'ai reçu un coup, j'ai reçu une gifle ou rien, qui est aussi une blessure. Hein. J'ai ouvert les bras pour l'autre et rien ne se passe. La fragilité, le docteur Pajot l'a bien expliqué la dernière fois, c'est un état d'instabilité. Un verre fragile, c'est un verre qui a un état de fragilité. Si vous le tapez, il va pouvoir se casser. Donc, c'est un état interne de la personne. La capacité, le terme vient de l'économiste Amartya Sen, mais qui a été repris en philosophie sociale largement. C'est un des points importants en philosophie sociale contemporaine. Les capacités d'une personne, dit Sen, sont l'ensemble des possibilités d'agir. Qui lui sont accessibles. C'est un petit peu plus que être capable de. Si j'ai un vélo et que j'ai appris à faire du vélo, je suis capable de faire du vélo. Mais est-ce que j'en ai la capacité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des routes, est-ce que je suis dans une société qui autorise un professeur d'université à rouler à vélo, j'en sais rien, peut-être pas, peut-être que... Donc, il y a autre chose que simplement avoir la possibilité de. Est-ce que le contexte social me fournit ce qu'il faut? Si j'ai le droit de vote, si j'ai dépassé l'âge légal, donc j'ai la capacité de voter, mais il faut encore qu'on organise des élections, qu'il y ait des bureaux de vote, etc. Et la résilience, c'est cette capacité de s'adapter aux événements traumatisants de l'existence. Ce n'est pas la capacité de les supprimer, ce n'est pas la capacité de faire comme s'il n'y en avait pas eu, c'est la capacité de s'adapter aux événements. Donc, comment est-ce que je peux... On va voir que je remonte toujours de cette partie-là vers celle-là. Comment est-ce que, malgré le traumatisme, parce que dans le vieillissement, il y a des traumatismes physiques, psychologiques, j'y reviendrai, sociaux, malgré le traumatisme, comment je peux puiser dans mes ressources internes, recevoir des ressources externes pour continuer à vivre une vie pleinement humaine. Alors, voilà, au niveau définitionnel, j'ai mis plein de mots, je vais pas les commenter, mais j'ai montré un petit peu comment il y a la blessure, bien sûr, mais il y a toutes ces blessures, tous ces éléments, c'est une manière de blesser quelqu'un qui peut finir jusqu'à la mort. Et puis, il y a la relation, la résilience, mais ça passe par du lien, ça passe par de la tendresse, de la compassion, ça passe par de la parole, j'aurais dû mettre l'écoute aussi, de l'amour et de la vie. Et puis, là, je vais passer plus rapidement. Ici, j'ai mis des concepts herméneutiques, on pourrait dire, des concepts interprétatifs, mais j'ai peut-être pas trop le temps de m'y attarder. Alors, ce qu'il faut faire dans cette situation-là, c'est augmenter, stimuler, favoriser ce passage vers le haut, comme dans l'opposition chez Boubert entre je cela et je tue, il faut remonter vers le je tue, il faut remonter vers la résilience, et puis il faut diminuer ce qui pousse vers le bas, diminuer ce qui va effracter, ce qui va blesser. C'est la notion de commun souci, de care, nous aider les uns les autres à penser les blessures. Les blessures, elles sont inévitables, donc il faut les penser, il faut les soigner, il faut y compatir, il faut les aider à guérir.
éviter qu'elles surviennent, c'est la prévention avant la blessure, et puis pouvoir vivre en dépit de, c'est-à-dire, c'est la notion de résilience. Voilà, au niveau rapidement d'une définition, quand on vieillit, c'est cette partie du bas, cette partie violette que j'ai mis tout à l'heure, quand on vieillit, cette partie se décline de manière particulière dans 3 domaines en particulier, on pourrait en mettre beaucoup d'autres, la vie sociale, la vie culturelle et l'identité de la personne. Très rapidement, la vie sociale, on voit bien que les personnes qui vieillissent, et l'article sur les centenaires le disait, hein, tous les amis de ces centenaires sont morts, donc on ne connaît plus personne, on connaît mal ou moins bien les plus jeunes, on a un sentiment de solitude, on est vieillissant, et j'en fais l'expérience, j'ai 66 ans, et donc j'ai passé l'âge fatidique de 65 ans, on est abreuvé d'injonctions hygiénistes, culpabilisantes, c'est ce que Billier, l'auteur ici, avait appelé la tyrannie du bien vieillir. On a des injonctions qui deviennent tyranniques. Il faut manger juste, il faut faire du sport, il faut bien se soigner, voilà, etc. Les contacts que l'on a deviennent, puisqu'on perd des contacts informels, on va avoir des contacts plus professionnalisés, et puis difficulté d'interagir avec un système d'aide qu'on ne comprend plus. La bureaucratie du système de santé est très problématique pour des gens qui ont des difficultés avec elle. Au niveau de la culture, il y a aussi une déstabilisation face au changement culturel. Les mœurs, la culture évolue. Les personnes dans le grand âge s'y retrouvent moins bien. Elles perdent leurs repères familiers. Et elles ont plus la possibilité d'utiliser les ressources de la culture ambiante puisqu'elles la comprennent moins bien comme ressource pour la résilience. Et puis, au niveau de l'identité, on en a parlé, vous en avez parlé la dernière fois avec le docteur Pajot, il y a des modifications corporelles, il y a des obstacles sur le parcours de vie. Il y a de ces identités qu'on nous colle à la peau, l'identité du vieux, avec une phrase de Bickel, le vieux ne vieillit plus, il est vieux. Ce que j'ai essayé de contredire en disant qu'on est toujours dans un parcours de vie. Et puis, perte d'identité professionnelle et sociale, la personne fragile reçoit plus de services et en rend moins aussi, cette idée d'une inutilité sociale. Donc voilà des lieux de vulnérabilité. Des lieux, des stratégies ou des lieux de résilience, des stratégies plutôt. Donc comment remonter de ces difficultés-là, comment remonter vers la partie du haut de mon graphique. C'est ce que j'appelle des stratégies de résilience. Alors, la résilience, ça pourrait être ça, mais c'est peut-être dans l'imaginaire social ça, les bons vieux, les vieux qui font des trajets en voiture, qui font du tourisme, qui sont exubérants. Mais c'est peut-être aussi simplement ça. Ici, de personnes âgées dans une maison de retraite, ils sont tout autant résilients que ceux-ci. Je vous renvoie à des études déjà classiques sur les mécanismes d'autoprotection, les mécanismes d'ajustement à ce vieillissement. Ici, celui classique de Baltz, avec la triade sélection, optimisation, compensation. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut modifier les buts. Alors, évidemment, si mon but, c'est de conduire des grosses voitures, eh j'aurais peut-être plus de difficultés quand j'ai plus mon permis de conduire, mais je peux modifier mes buts, réduction des activités, tout en préservant celles jugées importantes. Il y a un tri dans les buts et les activités. Il y a une optimisation, une maximisation des capacités présentes. Et puis,
L'exemple des lunettes est un exemple trivial, mais on peut le relier. C'est un exemple type, un paradigme d'une multitude de compensations que l'on effectue. On utilise des ressources externes pour compenser des pertes existantes. Le docteur Pajot l'a dit la dernière fois. Il y a aussi parfois on évite. On néglige de compenser des pertes visuelles ou auditives et ça accroît l'isolement des personnes. Un autre modèle qui est celui de la déprise et de la reprise. Alors c'est intéressant, ces trois, Barthes, Clément et Drull, l'ont lancé en 1988. Le sociologue de Lille, Karadec, reprend, mais Karadec en 2018 dit j'aime plus tellement des prises parce que ça fait lâcher prise, ça fait tomber, et puis c'est pas ça dont il s'agit, c'est comment les personnes en situation de vieillissement modifient leur prise sur le monde, un peu comme un alpiniste, il lâche pas, il enlève une main mais il la remet tout de suite ailleurs. Donc il n'est pas dans le lâcher prise, qui est un mauvais terme, parce que ça donne, quand on lâche prise, qu'est-ce qu'on fait? On tombe. Ici, il s'agit de reconfigurer ces prises, de réaménager ces prises. Alors, pour donner deux exemples, ici on est dans les stratégies décrites par les sociologues, je termine avec deux exemples, des exemples de caring communities, deux exemples où on a créé un environnement social qui est aidant ou qui est favorisant pour ce passage de la vulnérabilité du bas démographique, de l'isolement, de la blessure, du sentiment d'inutilité à quelque chose de plus positif. Et on les a appelés caring communities. Alors, communauté du soin, communauté, la traduction française, elle est difficile. En anglais, on a aussi le compassionate communities. J'ai mis communauté du prendre soin parce que le soin est peut-être un tout petit peu trop connoté unidirectionnel, médical. Le prendre soin, c'est le care, c'est le prendre soin collectif. C'est des communautés, c'est des stratégies concrètes, des stratégies sociales concrètes dans des communautés, c'est-à-dire ça peut être des quartiers, ça peut être des villages, des portions de villes qui s'engagent en faveur explicitement, qui vont essayer de définir une politique, une stratégie pour augmenter la cohésion sociale, augmenter l'entraide réciproque et vivre ensemble dans des communautés de proximité. Donc, c'est des communautés à taille humaine. Donc, on travaille sur des échelles de quartiers, de villes ou de villages. En utilisant des moyens comme les espaces de rencontre, la création d'espaces de rencontre, la création de liens intergénérationnels, ou les bourses de savoir, les échanges d'expériences, de savoir informel, ou de sagesse existentielle. Je vous donne deux exemples pour terminer de ces caring communities un qui a été développé en Suisse, le mouvement des quartiers solidaires, et un autre développé en Autriche. Les quartiers solidaires, l'histoire de ces quartiers solidaires, elle est intéressante. Ils ont été développés par un organisme, une ONG suisse qui s'appelle Prosenectute, qui travaille au niveau de la vieillesse, au niveau de beaucoup de travailleurs sociaux font partie de cette association. Et Prosenectute a, au début des années 2000, voulait travailler sur certains quartiers qui venaient de se développer très rapidement dans la périphérie de Lausanne, et ils ont envoyé des observateurs pour voir quelle offre d'animation sociale on pouvait faire. Donc on a quelque chose d'unidirectionnel, hein, on a une organisation qui fournit
de l'animation sociale. Et puis, on va d'abord aller quand même, on va demander aux gens qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fournisse. Et puis, surprise, au final, à la fin du processus, ça ne s'est pas passé comme ça. On a, premièrement, ici, on voulait s'adresser uniquement aux personnes âgées. D'ailleurs, ça s'appelle prosénectuté, c'est pas fait pour les jeunes et pour les autres, c'est fait pour les personnes âgées. Donc, on voulait aller animer ces braves personnes âgées pour pas qu'elles s'ennuient un petit peu. Et on se retrouve avec des formes innovantes d'implication citoyenne, donc une espèce de melting pot. On a ouvert un bouillonnement citoyen dans ces. Et très rapidement, Prosénectuté s'est rendu compte qu'on dépassait le stade de l'animation pour les personnes âgées et qu'il y avait quelque chose d'autre à faire dans ces quartiers et que les personnes âgées s'en trouveraient bien si le quartier entier devenait une caring community. Donc, on a trouvé des formes innovantes d'implication citoyenne impliquant toutes les couches générationnelles, culturelles de la communauté locale. Bon, le pari, alors, à ce moment-là, après la phase de construction de la stratégie, le pari a été de placer le lien social au centre des objectifs. Donc, on a changé d'objectif, on ne va plus animer les personnes âgées, mais on va travailler sur le lien social et de le développer au moyen d'un processus d'accompagnement de proximité d'une durée déterminée. Vous vous rappelez dans mon graphique de tout à l'heure, la partie du haut, c'est la partie relation, lien, rencontre, et la partie du bas, c'est la partie blessure, isolement, exclusion. Donc on voit bien, en travaillant sur le lien, social, on produit quelque chose qui est plus que simplement l'intervention professionnelle. Alors, vous lirez voilà un peu tout ce qu'on a pu faire pas dans un seul endroit, mais dans l'ensemble. C'est dans le rapport il y a 2 ans, dans un rapport sur les premières années de cette stratégie. Et quelles conséquences? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qui s'est passé si on est maintenant à l'heure des bilans, à l'heure des relectures de donc on va y retourner dans ces quartiers et voir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a cette stratégie a eu un impact positif sur la qualité de vie du quartier. On a eu des réponses plus adéquates aux besoins et aux envies des habitants que simplement à venir leur amener des stratégies toutes faites. On a amélioré les contacts sociaux entre les aînés eux-mêmes, mais aussi entre les générations et entre les cultures. Et puis, on améliore la communication de proximité, on renforce le lien social, on favorise la co-construction. Et ça, c'est quelque chose qui a un peu échappé aux organisateurs. J'ai pris cette image là où l'animateur s'en va et puis laisse le quartier se co-construire, partager ses savoirs, partager ses compétences. C'est comme s'ils avaient mis en route une machine qui ensuite fonctionne toute seule. Ils décrivent une autonomisation du processus de création de réseaux de proximité. Le réseau qu'ils ont créé a fait des petits et il y a un renforcement de l'identité des quartiers, des villes ou des villages concernés. Ici, le témoignage d'un habitant Prilly, c'était un des premiers essais, un premier lieu où cette stratégie a été implémentée. L'élément de base d'une communauté, dit cet habitant, c'est d'être en relation. Une communauté peut résoudre beaucoup de choses qu'un individu ne peut pas seul, car il y a le côté équipe. Une personne aura tel ou tel don, ou une autre tel ou tel don. C'est les talents de chacun qui font qu'une communauté peut survivre. Voilà. Je voulais vous présenter un deuxième exemple, peut-être assez rapidement. C'est un exemple lié là à un problème médical. C'est une équipe de soins palliatifs qui est allée dans un petit village en Autriche, à Lambeck, et qui voulait aussi mettre sur pied une stratégie palliative. Et là aussi, on montre comment on peut sortir d'une prise en charge uniquement institutionnalisée pour réintégrer. Ici,
quelque chose de fondamental dans le vieillissement, le mourir, la mort, le deuil, les réintégrer dans la communauté. Alors, peut-être rapidement, ce qui a été appris, je prends les conclusions de cette enquête, la communauté du prendre soin est déjà là. Ça, c'était on pourrait dire ils sont naïfs, mais ils ont découvert ça. Finalement, ils sont allés pour créer une communauté du prendre soin, une caring community, puis elle était déjà là. Il suffisait de lui permettre d'émerger. Elle n'est pas quelque chose qui doit être implémenté à partir d'un modèle standardisé. Le rôle des intervenants est d'ouvrir des espaces dans la communauté pour partager les connaissances, échanger les expériences et inviter les habitants à s'engager. Et puis, il y a des processus d'apprentissage et de capacitation collective, je vous laisserai voir ça. Et puis, le processus de développement de la communauté comme communauté du prendre soin renforce son potentiel critique. Et au niveau du soin, au niveau des personnes âgées qui sont souvent oubliées des politiques publiques, ici, ces acteurs ont pu influencer la notion de commercialisation et de fragmentation du soin, la privatisation du soin, une volonté politique de confier aux familles et aux proches le soin. On a travaillé là-dessus. Résistance à l'enfermement et au conformisme. Le voisin, la figure du voisin, je termine avec là, sort de cet article de manière tout à fait intéressante. C'est pas le familier trop proche, le membre de la famille, c'est pas le professionnel, mais c'est celui qui est dans celui ou celle qui sont dans cet entre-deux, qui font pas grand-chose, mais qui peut-être simplement par l'échange de petits gestes font du lien. Je vais terminer avec ce voisin comme créateur de liens. Une belle découverte ici. Voilà peut-être ce qui permet non pas de sortir de la vulnérabilité, mais de l'endurer, comme dirait Ricoeur, de durer dans, de vivre malgré et de vivre une vie signifiante, une vie où on peut déployer une recherche de sens, une recherche de liberté, malgré des vulnérabilités et même des blessures. Voilà, je m'arrête. Un très grand merci. Une communication qui nous fait encore nous positionner autrement. J'ai l'impression d'être à nouveau déplacée après toutes ces semaines. Donc, vraiment, il y a entrer, il y a sortir de la vulnérabilité, la visionner, non pas comme justement dans une tension qui oppose cette entrée ou cette sortie, puisqu'il faut assumer une certaine vulnérabilité, si je comprends bien la communication, mais dans une démarche de résilience donc, et de solidarité. Je retiens beaucoup. J'ai fait une micro-recherche en vous entendant, puis au Québec, du côté des soins palliatifs, on les appelle communautés compatissantes, mais c'est un peu réservé aux soins palliatifs pour l'instant. Alors, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc, je suis Hélène Champagne de la chaire Religion, Spiritualité et Santé. Et j'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre du séminaire « Entrer en vulnérabilité ou en sortir », un séminaire qui a été soutenu financièrement par le Fonds François et Rachel Routier. On accueille aujourd'hui, nous accueillons la professeure Madame Christelle Lanhir-Sislak, qui est professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval et spécialiste responsable de l'axe éthique, justice et droit au sein de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval et membre du Comité national d'éthique sur le vieillissement. On a le plaisir de l'entendre aujourd'hui nous parler de vulnérabilité et de droit. Et sa communication s'intitule « Amour et vulnérabilité, des textes juridiques à la pratique du droit ». La parole est à vous. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Hélène, de m'avoir invitée. Et puis, bonjour à tous et à toutes ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en salle. Je suis contente d'être avec vous. Finalement, moi, je me propose de revenir il y a quelques mois, en fait, avec Gaëlle Fias, à l'Université McGill. Elle m'avait invitée à réagir sur son livre « Amour et fragilité, regard philosophique au cœur de l'humain ».
Et en fait, elle m'avait demandé de faire la lecture de son ouvrage et de voir ce que je pouvais en tirer en droit. Et cette discussion qu'on avait commencé à engager sur ces différents aspects, on l'avait engagée dans le cadre des études ricoeuriennes. Il y avait un colloque qui était organisé sur cette question-là et on avait commencé cette discussion autour de cet aspect-là. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'étais intervenue sur amour, fragilité, vulnérabilité et elle avait été assez surprise parce qu'elle avait beaucoup travaillé sur la question de l'amour et de la fragilité, bien sûr, en descendant au cœur de l'être humain, en étant dans les relations intersubjectives. Et puis moi, bien sûr, par l'activité du droit, j'ai été ramenée tout de suite à la dimension institutionnelle, à la question peut-être un peu du cadre qui a été posée tout à l'heure. Alors, justement, c'est un peu en continuité. Je me suis dit, ça avait été un peu surprenant pour les philosophes de rentrer sur cette dimension institutionnelle qui avait l'air un peu de les surprendre. Alors, je me suis dit, puis moi aussi, j'étais surprise en retour. Hein, la surprise, ça se travaille, ça fait un peu un rebond. Alors, j'ai proposé à Hélène de reprendre un peu ce que j'avais déjà fait et puis de l'approfondir avec vous parce que ça méritait encore des réflexions. Et bien sûr, je ne considère pas qu'aujourd'hui, c'est fini. Il y a certainement encore à poursuivre. Donc, à partir de cette idée-là, donc comme je dis, c'est vraiment un défi d'initier un dialogue en mettant d'un côté l'éthique, la philosophie morale, puis de l'autre côté le droit, et justement d'envisager la question de cette pratique de l'amour et de cette expérience de la vulnérabilité. Alors, quand on avait travaillé sur la question de la pratique de l'amour, je m'étais mise un peu dans la démarche ricoeurienne qui développe un peu dans Amour et justice, donc un peu cette pratique du mouvement intérieur qui participe d'une logique de surabondance, hein, qui fait justement de cet autre sans visage dans les institutions quelqu'un qui en a un dans une relation intersubjective. D'ailleurs, on verra tout à l'heure avec la comment ça a un impact important au moment de l'acte de juger. Puis d'un seul coup, on le reconnaît digne de son don et d'une estime, hein, d'une initiative bienveillante à son égard. Et alors, on essaie justement de faire ce don sans recherche de réciprocité. En tout cas, il y a un mouvement hein, qui fait qu'il y a une singularisation de l'autre personne en face de nous par ce mouvement de l'amour. Alors, de l'autre côté, on envisageait aussi la question de la vulnérabilité. Alors, bien sûr, on était aussi sur la question de la fragilité, comment distinguer les deux. Alors, elle a beaucoup travaillé sur cet aspect-là dans son livre. Donc, fragilité, on en avait aussi un petit peu parlé, c'est ce qu'on peut, quelque chose qui est fragile, qui peut se casser. Vulnérable, c'est ce qui peut être blessé. Donc là, je suis surtout restée sur la question de la vulnérabilité, mais on pourra réfléchir après s'il faut utiliser des termes de vulnérabilité ou de fragilité. Alors, en tout cas, si on prend cette expérience de la fragilité, on peut le voir dans deux perspectives. Hein. Donc, l'idée, bien sûr, que toute expérience, ça fait partie de notre condition, cette vulnérabilité. Hein. Par nature, on est appelé à être atteint, voire même blessé physiquement, psychologiquement, moralement et socialement. Alors, on verra tout à l'heure en droit qu'on a tout à fait conscience de cette situation-là. Et puis, on peut dire qu'il y a un lien étroit entre la pratique de l'amour et l'expérience de la vulnérabilité parce que pour être capable d'aimer, il faut savoir se rendre vulnérable. Ensuite aussi, ce qui est intéressant pour nous juristes aussi dans l'expérience de la vulnérabilité, c'est que ça touche les modalités des incapacités de l'être humain, donc toujours un peu pour se remettre dans la perspective ricoeurienne d'autonomie et de vulnérabilité. L'être humain vulnérable, donc c'est celui qui fait face à plusieurs incapacités, incapacité de se dire, d'agir, d'être imputable, voire même de s'inscrire dans un ordre symbolique, et bien sûr ces incapacités peuvent contraindre, voire empêcher la puissance d'agir d'un être humain. Donc, pareil, dans le cas de Mafalda, on verra plusieurs manifestations, étonnamment, autant pour les justiciables que même pour le juge lui-même. Alors, d'emblée aussi, quand on envisage la question de la pratique de l'amour ou de l'expérience de la vulnérabilité, bien sûr, lorsqu'on lit les textes juridiques, les textes légaux ou constitutionnels, on ne parle pas directement de l'expérience de l'amour, on n'y trouve pas non plus, en tout cas dans les textes, le mot vulnérabilité. Donc, vous verrez qu'on le trouve dans les textes jurisprudentiels maintenant, mais pas dans les textes constitutionnels. Parfois, c'est un peu présent derrière la notion de fraternité qui peut être présente dans les textes, mais en tout cas, on n'en parle pas en tant que tel. Et donc, bien sûr, en tout cas, on ne trouve pas des catégories amour ou vulnérabilité sous lesquelles on va subsumer des faits pour en déduire des effets de droit.
Et pourtant, si on les regarde bien, amour et vulnérabilité, dans le droit, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis peut-être sur la question de l'amour, on va plutôt penser aussi son inverse, l'expérience de la haine. Alors, ce que je vous propose, c'est d'envisager deux aspects. Un aspect qui est vraiment proprement juridique et puis un second aspect qui nous amène aussi plus dans la philosophie du droit. Donc, le premier aspect, en fait, c'est d'aller regarder ces textes juridiques. Donc, par exemple, vous proposez d'aller voir les textes constitutionnels ou internationaux comme la Charte canadienne, la Charte québécoise des droits et libertés, puis derrière, bien sûr, en fond, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis d'essayer de voir justement comment il y a des expériences éthiques collectives qui ont finalement sédimenté une compréhension de la personne juridique et de voir finalement comment, à travers ça, on peut envisager la question de l'amour, voire de la haine et de la vulnérabilité de l'être humain. Et vous allez voir, en fait, cette expérience, notamment de la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment une reconceptualisation de la personne au sens juridique du terme par l'expérience des camps de concentration. Alors ça, c'est vraiment de regarder les textes juridiques en tant que tels. Puis je dirais, ça nous amène vers la théorie du droit avec la question de la reconceptualisation. Puis dans un deuxième temps, je vous propose aussi d'aller donc dans des recherches que j'ai fait il y a quelques années. D'ailleurs, je travaille souvent avec des collègues en Suisse, Lazare Bellono, avec qui on a beaucoup travaillé sur ce volet-là, ou des collègues comme Jean-Philippe Pierrot, je pense, qui est aussi intervenu. Donc, en fait, ce volet, c'est d'essayer de regarder finalement comment ceux qui pratiquent le droit, voire même les justiciables, comment au moment de la réalisation du texte juridique, comment ils vivent cette expérience. Puis de voir qu'en fait, à chaque fois, c'est toujours une expérience herméneutique et éthique singulière. Et puis, justement, qui s'inscrit, bien sûr, pour nous, dans des situations de conflit. Alors, justement, encore une fois, pour reprendre la perspective de Ricoeur, donc dans une perspective courte, on veut mettre un terme à un litige, et puis dans une perspective longue, en utilisant des processus, une verbalisation, un cadre, on essaye d'établir, de maintenir la paix sociale. Alors, donc voilà, de regarder ces deux volets. Donc, dans ce deuxième volet, je vous ai mis un article qu'on a publié avec une collègue philosophe, Cindy Sautreau, que certains connaissent. Et justement, j'avais été rencontrer une juge. Donc, son surnom, Mafalda, c'est elle qui se l'est donné. C'était très triste ce qu'elle avait écrit. Donc, elle a voulu se donner un nom plus sympathique. Puis, un peu le côté Mafalda, de donner un peu un point de vue moral sur la situation. Et donc, elle a raconté de l'intérieur ce qu'elle avait vécu au moment de faire l'acte de juger. Alors, juste une petite remarque, ce deuxième volet qui nous a amené plus dans la philosophie du droit, dans le questionnement éthique, dans le domaine juridique, il n'a pas été, comme disait Hélène, il a posé quelques soucis. Je ne dis pas que j'ai eu des problèmes, mais on m'a dit, attention, là, on est en train de toucher à la question du délibéré, du secret du délibéré. Et d'ailleurs, vous avez posé une excellente question. Comment on peut justement garder la rationalité du droit, une sorte de légitimité dans la décision, puis d'admettre que finalement, la personne a des émotions, une vulnérabilité, une singularité. Alors, premier aspect, puis je vais vous donner certains éléments, puis on pourra revenir. Donc, on va aller regarder un peu, voir ces expériences collectives de l'amour, haine, vulnérabilité au fondement des textes juridiques. Donc, ce qui est important de voir, nous, pour le droit, surtout pour moi qui suis un professeur de droit des personnes et de la famille, un moment clé, c'est au niveau du droit, l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, ce n'est pas l'amour, mais c'est la haine qui est vraiment... qui a un impact important, donc avec l'expérience des camps de concentration. Et finalement, après voir toute cette destruction du corps, il y a vraiment eu une prise de conscience. Et bien sûr, les organismes internationaux, il y a eu énormément de discussions. Et un de nos textes importants, bien sûr, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui ressent le besoin de réaffirmer la grandeur de l'être humain. Mais cette fois-ci, si on prend un peu Thierry Pêche, c'est plus une dignité par les honneurs, par la force, mais vraiment une dignité par les gouffres. On a vraiment pris conscience de la vulnérabilité, voire de la fragilité de l'être humain. Et ce qui est pour nous important en droit, c'est que c'est l'État qui structure la violence. Quand on a beaucoup de réflexions juridiques après la Seconde Guerre mondiale, on voit que l'État
Et le droit peut structurer la violence. Vous pensez au régime de Vichy ou même tous les travaux qui ont été faits sur l'Allemagne avec vraiment voir l'État en droit administratif, comment on pouvait structurer les déportations de manière très technocratique. Finalement. Il y a quelque chose de ce volet-là et avec le support du droit. Alors, finalement, on est arrivé à ce texte. Alors, bien sûr, pour nous, les juristes, c'est un peu ce qui nous fait la différence des philosophes. Quand les philosophes ont la chance de parler, eux, ils peuvent avoir un régime un peu pur. Mais nous, c'est toujours des œuvres de compromis. Alors, Maritain disait, par exemple, que quand on arrive à cette déclaration universelle, on a une loi non écrite au point de convergence pratique des idéologies théoriques et des traditions spirituelles les plus différentes. Donc, en gros, on s'est mis d'accord sur des mots. Mais si on se mettait à creuser sur les présupposés philosophiques, bien sûr que on ne serait pas forcément d'accord sur pourquoi on utilise le mot personne, le mot fraternité, mais on s'est quand même rendu compte que, par exemple, un mot-clé était le mot de la question de dignité, même si on lui donnait un sens différent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce texte-là, et puis après, vous avez, à travers toute la société occidentale, mais ça a touché aussi l'Afrique ou plusieurs aspects, on va vraiment avoir le souci de se faire des chartes, des textes constitutionnels, qui vont avoir des liens, des rappels de cette déclaration universelle. Donc, vous pouvez penser à la Convention européenne des droits de l'homme, pour ceux qui sont en Europe, ou pour ici notre charte canadienne et charte québécoise. Alors, bien sûr, il y a des colorations philosophiques, de sciences politiques qui sont particulières à chaque fois, mais il y a cette grande filiation de réaffirmer les droits fondamentaux de la personne, comme c'est fait dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors, ce qui est très important dans tous ces textes, vous retrouvez toujours la même chose, c'est l'idée que tout être humain possède des libertés intrinsèques destinées à assurer sa protection et son épanouissement, l'idée que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à la protection de la loi. Et pour nous, juristes, ce qui nous intéresse beaucoup, vous l'avez notamment dans l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais vous pouvez la décliner dans tous les autres textes, notamment dans la Charte québécoise, c'est que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Alors ça, la personnalité juridique, pour nous, c'est ce qui nous permet en droit de constituer une personne. Et quand on constituait avant la Déclaration universelle des droits de l'homme la personne, eh bien, c'était l'État qui la reconnaissait à des êtres humains. Et le fait de pouvoir avoir la personnalité juridique, ça nous donne le droit d'être titulaire de droits et d'obligations et de pouvoir les exercer. Donc, en gros, si on vient vous atteindre sur vos biens, sur votre personne, vous êtes en mesure d'exercer ces droits pour obtenir la défense. Donc, on parle de droit, mais c'est parce qu'on sait qu'il y a une atteinte possible. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, dans tous ces textes qui apparaissent, c'est que ce n'est plus un mécanisme de reconnaissance de l'État. Donc, par exemple, pensez l'esclavage. Pendant longtemps, les esclaves étaient des biens pour nous en droit, et puis après, les personnes étaient d'autres individus, bon, les femmes aussi qui n'avaient pas d'intéressé. Donc, c'est vraiment l'État qui attribuait au fur et à mesure cette situation-là. Vous avez aussi des situations de mort civile, quand vous avez fait des actes criminels, vous pouviez perdre cette personnalité juridique. Donc, imaginez, vous pouviez faire de succession, vous ne pouviez plus faire de contrat, donc c'était la mort juridique, donc plus moyen de se protéger. Donc, ce qui est intéressant avec ces textes-là, c'est que finalement, vous réinversez le processus en disant, au nom de la dignité de l'être humain, on est une personne juridique. Donc, cette fois-ci, le point d'ancrage, ce n'est plus l'État qui attribue la personnalité juridique aux êtres humains. C'est les êtres humains qui l'ont quelque part naturellement. Donc là, il y a comme certains parlent d'un retour du droit naturel. Ils sont personnalisés juridiquement au nom de leur dignité. Donc, c'est vraiment une sorte de retournement qui s'opère. On est un sujet de droit parce qu'on est un être humain et on est dit, finalement. Donc, il y a vraiment cette idée, c'est presque un renversement. C'est plus l'État qui est attributif de cette personnalité juridique, c'est l'être humain qui l'a au nom de sa dignité. Alors, comme vous comprenez, si on a cette personnalité juridique, ça nous donne le droit d'être titulaire de droits fondamentaux qui vont justement aller préserver cette dignité. Alors, cette dignité, on comprend que c'est cette sphère un peu anthropologique, singulière, qui ne doit pas être atteinte. Et la première personne, bien sûr, qui peut la première personne, une personne au niveau juridique, mais ce qui peut l'atteindre le plus possible, c'est bien sûr l'État. C'est ça qu'on a comme idée, mais ça va être beaucoup plus large, ça va s'étendre aussi aux personnes tierces. Donc, vous avez cette dignité intrinsèque, cet espace
singulier qui est à protéger et que vous pouvez protéger par l'exercice de vos droits fondamentaux, puis après, avec les ramifications qui s'établissent. Chose importante aussi, c'est qu'un peu plus vous êtes dénié au nom de votre race, de votre couleur, de votre sexe, de votre identité de genre, de votre orientation sexuelle, de votre état civil, de votre âge, de votre handicap. Alors là, va bien sûr commencer tout un processus aussi. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais par exemple, en droit, on parlait d'incapacité pendant très longtemps. Puis depuis une dizaine d'années, on essaye de ne plus utiliser ce terme d'incapacité. Donc l'incapacité avant, c'était j'ai les droits, mais je ne peux pas les exercer. Il faut une personne tierce, une représentation comme une personne handicapée. Alors même maintenant, pour une personne qui est handicapée, en droit, on essaye de ne plus utiliser le terme d'incapacité. Pas vraiment encore à poursuivre sur ce volet-là, mais je vais m'arrêter ici. Donc en tout cas, cette idée que maintenant, la personnalisation juridique passe par le fait qu'on est un être humain digne et c'est au nom de cette dignité qu'on est un sujet de droit. Alors, comme je vous le disais, ça va mettre finalement l'État dans une situation un peu ambivalente. C'est à la fois, il va devoir ne pas intervenir et devoir intervenir. Alors, sur le volet de non-intervention, il y a l'idée que la personne humaine juridique, parce que c'est finalement la personne humaine, mais selon les textes juridiques, elle a une sphère d'inviolabilité intime. Et même si les chartes ou les textes fondamentaux ne parlent pas d'amour ou de vulnérabilité, c'est dans cette sphère-là que finalement, la personne va pouvoir tisser les liens comme elle le souhaite. Donc, ces liens d'amour, ces liens d'amitié, tels qu'elle l'envisage. Donc, vous voyez comment, déjà, à partir de 1945, était en germe l'idée qu'on allait pouvoir contrôler, finalement, que c'était que la bonne amitié, la bonne manière d'aimer, c'est l'individu qui en est pleinement maître, justement, par ses droits fondamentaux, et il a le droit d'exclure l'État et les autres. Autre volet, mais ça met aussi l'État dans l'obligation d'intervenir pour préserver cette sphère intime. Donc, il va être aussi dans le volet de la protéger et de s'assurer qu'il y a une protection de la personne et une intégration de tous et qu'il n'y ait pas de préjudice à l'égard de la personne. Alors, c'est là qui est intéressant, c'est que dans la jurisprudence, on voit apparaître la notion de personne vulnérable. Donc, petit à petit s'installe, notamment au niveau de la Cour suprême, l'expression personne vulnérable. Alors, les personnes vulnérables, c'est deux choses en droit. Donc, il y a les personnes qui sont vulnérables de manière inhérente. Donc, on pense bien sûr aux enfants et aux personnes handicapées, les personnes aînées aussi. Donc, il y a vraiment cette idée de vulnérabilité, sachant que toutes ces personnes-là n'ont pas forcément un exercice de leurs droits limité. Il pourrait y avoir une personne âgée vulnérable, mais pas du tout encore un mécanisme de représentation pour l'exercice de ces droits. Donc, vous voyez, la notion de vulnérabilité va commencer à être utilisée aussi un petit peu plus largement que ce qui est l'application stricte du droit. Et puis aussi, vous avez la notion de vulnérabilité qui va être pensée de manière contextuelle. Donc, vous pouvez penser dans des situations de racisme, vous pouvez dans des situations du droit des femmes, où la question des droits des femmes est posée. Là aussi, on va justement considérer que certaines personnes, en raison de leur genre, de leur race, de leur couleur, de leur orientation sexuelle en certains contextes, sont dans une position de vulnérabilité. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait une radio avec un présentateur, une question fameuse dans la Cour suprême, qui tenait des propos racistes à l'égard des chauffeurs de taxi noirs de la région de Montréal, d'origine... je pense qu'ils étaient d'origine, oui, c'est ça, exactement. Alors, la question se posait s'il y avait eu finalement une atteinte à la réputation de l'ensemble de ces chauffeurs de taxi de la région de Montréal. Et là, il y a des juges qui ont justement dit non, il n'y a pas d'atteinte parce que ça ne les touchait pas comme groupe collectivement. Mais il y a une juge qui, notamment la juge Avella, développe l'idée que c'est un groupe vulnérable dans la société et que donc il doit avoir une protection plus large et notamment l'idée d'un groupe collectif. Donc, vous voyez que ce terme, il apparaît véritablement. Puis en fait, si on regarde bien la jurisprudence, l'idée sous-jacente, c'est que en fait, le juge ou même le législateur ou plus largement le gouvernement doit toujours préserver la dignité de l'être humain, enfin de la personne humaine, parce qu'en nous, c'est plutôt une personne humaine juridique, dans trois volets. Donc, l'idée qu'elle a une dignité autonomie, elle doit pouvoir s'autodéterminer, fonctionner selon ses propres normes.
L'idée d'une dignité sauvegarde, c'est-à-dire que c'est une personne vulnérable qui peut être blessée et que justement, on doit éviter qu'il y ait des séquelles profondes qui lui soient apportées. Et la dignité intégration. Donc, dans cette dignité intégration, il y a l'idée qu'à la fois l'individu participe de la communauté humaine, mais aussi qu'il ne doit pas être exclu de la communauté plus étroite, notamment politique, donc éviter les discriminations. Donc, vous voyez, c'est vraiment toute une évolution qui se fait dès la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, nous, en théorie du droit, on a mis du temps à voir cette reconceptualisation de la personne au nom de sa dignité, mais vous comprenez toutes les grandes évolutions qui vont naître de là avec cette compréhension de cette sphère intime de l'individu parce que justement, c'est des vulnérables, des fragiles, et tout cet outillage du droit pour pouvoir la protéger contre les atteintes de l'extérieur qui interviennent. Alors, vous voyez vraiment, en droit, ça a des impacts importants. Par exemple, si aussi ma sphère intime est touchée, que ce soit dans le cadre d'une atteinte à la vie privée ou d'une atteinte physique, à mon intégrité physique, je vais être en droit d'utiliser ces droits fondamentaux, même pour les exercer, par exemple, contre une règle de droit qui est posée par la loi. Je pourrais rendre inopérantes certains textes juridiques comme de droit civil pour justement au nom d'un droit fondamental. Donc, ça peut arriver, par exemple, dans ce cas-là, quand vous pensez à toutes les questions qui se sont posées dans le droit civil, mais ça peut être droit criminel, si on se passe dans la décision Carter, que vous connaissez sans doute en matière d'aide médicale à mourir, ben là, vous avez un bel exemple là, où on a utilisé des droits fondamentaux prévus dans la charte pour invalider des textes de droit criminel, notamment ce qui empêchait, c'est un obstacle au niveau de l'aide au suicide et qui a entraîné toutes les réformes qui ont suivi. Alors là, vous voyez, c'est vraiment l'idée d'une dignité, notamment au niveau de la mort, le fait qu'on avait à nous protéger jusqu'à notre dernier souffle, donc on va souffrant jusqu'au dernier souffle. L'idée aussi que toutes les personnes devaient en profiter, donc ça vous explique aussi la dignité sauvegarde, pourquoi elle est en train de s'étendre de plus en plus aussi. Donc c'est vraiment ce processus-là qui est à l'œuvre et qui a invalidé le droit criminel. Donc, vous voyez vraiment cette sorte d'équilibre qui est complexe. Puis ça s'est beaucoup développé dans beaucoup de sphères. On pourrait faire toute une étude depuis la Seconde Guerre mondiale parce que vraiment, cette fois-ci, vous avez vraiment l'État qui n'est pas face à ce que lui a choisi de voir dans l'être humain, avec des droits qu'il lui impose, mais finalement où l'individu lui-même, en revendiquant ses droits, fait reconnaître son visage singulier dans le cadre des tribunaux, et voire même jusqu'à la loi qui peut invalider, en tout cas ici au Québec, de manière particulière. Donc, ça met vraiment l'État dans une situation de retrait pour que la personne, justement, puisse vivre sa relation aux autres en amour, en amitié, comme elle le souhaite, mais en même temps de s'assurer que dès que la personne est atteinte, il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place, sachant qu'on peut même penser que le cadre juridique lui-même est potentiellement capable de l'atteindre. Vous voyez, comme au départ, c'était des atteintes qui étaient vraiment au niveau de la guerre, l'expérience finalement de sociétés qui fonctionnaient très bien au niveau du droit, la société allemande, on peut penser aux sociétés françaises aussi au niveau du droit administratif. Quand on a vu que le droit pouvait se retourner contre les personnes, on leur a donné les outils après pour se retourner, bien sûr, contre le droit qui pouvait être répressif, et ça entraînait toutes les évolutions contemporaines que vous connaissez. Donc, ça, c'est une manière d'aborder l'expérience collective de la haine, finalement, et puis une expérience collective de la vulnérabilité, de la fragilité de l'être humain, et de voir les impacts sur le droit et sur la théorie du droit. Et puis, vous retrouvez ça, alors, bien sûr, toujours une dynamique différente. Moi, ce que je connais dans le droit occidental, c'est très aussi, peut-être une petite remarque, vous avez aussi une convention maintenant internationale, tout ce qui se passe au niveau de l'ONU, il y a souvent des conventions aussi internationales qui sont prises dans la continuité de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en fait, tous les États qui ont ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme gardent des liens. Et par exemple, si on prend la Convention internationale des personnes handicapées des Nations unies de 2006,
Il y avait vraiment cette idée qu'elles aussi, elles avaient tout droit à la personnalité juridique, elles avaient tout le droit à être reconnues comme étant titulaires de droits et de pouvoir les exercer. Ça vous explique après toutes les réformes des régimes de protection qu'il y a pu avoir en France, en Espagne, ici au Québec, avec cette idée de toujours rendre de plus en plus autonome la personne dans l'exercice de ses droits, même si elle est en situation de handicap. Alors, il y aurait beaucoup de choses à faire, mais vous voyez cet aspect-là. Alors ça, c'est le volet texte juridique, vraiment en tant que tel. Alors maintenant, je vous propose de se mettre dans l'autre volet, c'est quand il faut le mettre en œuvre dans une situation concrète. Ce volet-là en droit, c'est un peu l'architecture de la société, l'architecture internationale par les textes, mais il y a le volet aussi, à un moment donné, on est dans une situation de conflit et il faut le mettre en place. Alors là, c'est le texte que je vous ai mis avec la juge Mafalda. J'ai vu que vous aviez fait une lecture tous. Donc là, c'est peut-être... j'avais fait un petit peu un PowerPoint. Donc pour ceux qui n'avaient pas lu le récit qu'elle avait fait, donc c'est un récit réflexif qu'elle m'avait donné. Donc ça, c'est vraiment un cas qui est bien connu en droit. C'est un cas de ce qu'on appelle un cas d'admissibilité à l'adoption en droit québécois. Donc en gros, si on résume, pour l'adoption, vous avez l'adoption d'un enfant qui peut être volontaire, les parents consentent à l'adoption, et la déclaration d'admissibilité à l'adoption, c'est une situation où les parents ne consentent pas. Alors, il y a plusieurs, dans l'article qui est prévu à cet effet, il y a plusieurs situations où quand les enfants étaient abandonnés, quand les parents sont décédés, donc là, il faut une intervention du couple pour déclarer l'enfant admissible à l'adoption. Mais il y a une situation particulière où on vous dit où il y a un abandon qu'on va qualifier de fait, donc quand les parents n'ont pas assumé dans les derniers mois le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant, où là, le juge peut décider de cette admissibilité à l'adoption dans un contexte particulier. Alors, il faut savoir que cet article il avait été pris notamment parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient dans des familles d'accueil. Les familles voulaient adopter l'enfant, ils n'y arrivaient pas. Donc, on a essayé d'élargir la portée de ce texte-là pour que en gros, les adoptions soient facilitées. Donc, comme elle dit très bien la juge, quand elle se retrouve dans le cas qui est soumis, donc le cas, vous l'avez vu, c'est une petite fille qui a 4 ans, qui a été mise en famille d'accueil quasiment après sa naissance. Donc, comme vous avez vu, il y avait énormément de situations de violence dans la famille. Et bien sûr, cette famille d'accueil québécoise veut l'adopter. Et on comprend que la famille dont elle est issue, donc vous avez vu, il y a des frères et sœurs, et puis ces 2 parents qui avaient vécu des situations de réfugiés, donc on peut comprendre des situations absolument pénibles. Ils sont arrivés au Canada en tant que réfugiés, puis malheureusement, quand ils sont arrivés, il n'y a pas eu d'aide et ils ont plongé, les 2 parents. Vous avez vu, le père a fini dans la rue, finalement, avec des problèmes de santé mentale majeurs, et la mère avait gardé les enfants, mais avec pas de travail ou en tout cas peu de moyens, et puis a sombré elle aussi dans une situation de violence qui était manifeste. Donc en fait, cet enfant de 4 ans avait été placé par les services sociaux et les parents voulaient l'adopter. Alors, si on regarde l'application du texte, donc si je me rappelle bien, c'est l'article 559 du Code civil au Québec, il y a toute une jurisprudence qui finalement a structuré l'application de ce texte, notamment sur le point qui est relatif à l'absence de soins. Et on a 3 questions à se poser quand on est juge. Donc, première question, est-ce que les parents ont assumé au cours des 6 derniers mois les soins, l'entretien et l'éducation de l'enfant? Sachant que la jurisprudence nous dit que c'est objectif, ce n'est pas subjectif. Donc, ce n'est pas parce que les parents avaient la volonté d'abandonner les enfants qu'on doit appliquer cet article. Donc, par exemple, il y a une décision qui pose beaucoup de questions, à mon avis, au niveau de la discrimination d'une mère qui avait des problèmes de santé mentale majeurs, qui fait qu'elle était dans des établissements placés, qui, sur ce fondement-là, a perdu le lien de filiation avec son enfant. Ensuite, deuxième point, il faut que les parents repoussent la présomption qu'il est improbable que finalement l'enfant puisse revenir auprès d'eux. Donc, vous voyez un petit peu comment c'est. Ce n'est pas l'État qui doit prouver que les parents ne sont pas capables, donc les services sociaux, c'est la personne vulnérable qui doit prouver qu'en fait, elle va être capable de reprendre du mieux par l'avenir pour reprendre l'enfant. Donc, on présume d'emblée que ça va être improbable dans l'avenir, que les situations vont s'inverser. Et troisième question, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant? Donc, normalement, on doit utiliser cet outil-là pour le juge de mettre de la souplesse au regard de la situation. Mais quand on regarde la jurisprudence, ce qu'on veut surtout dire, c'est qu'on se focalise sur l'enfant et pas sur les parents. Donc, ça, c'est super important. Ça veut vraiment dire que le juge
il y a une obligation pour lui de regarder l'enfant, de s'inscrire dans cette idée qu'il faut faciliter son adoption quand ça a été pensé par le législateur et que finalement, on ne regarde pas la situation des parents de manière précise. Donc finalement, elle, quand elle ouvre le dossier, quand elle voit les personnes, elle sait ce qu'elle doit décider. C'est pas une affaire très compliquée, d'ailleurs, elle le répète, c'est pas compliqué au niveau juridique. Mais comme elle l'explique, c'est qu'en voyant la mère, elle a un moment de compassion, il y a un mouvement vers elle, elle le raconte bien, elle se demande qu'est-ce qui est arrivé aux parents, comment ils sont arrivés là, est-ce qu'ils se sont occupés d'eux. Donc, il faut savoir que la mère avait déjà fait des tentatives de suicide aussi. On avait fait une au tribunal, donc elle savait que c'était difficile. Et donc, vous voyez un peu dans ce paragraphe 23, elle nous dit je connais la réponse à ces questions, je sais la décision qui s'impose, je sais qu'il s'agit de la réponse qui convient pour cet enfant québécoise qui n'a aucun lien sauf biologique avec ses parents. Je sais aussi que cette famille d'accueil qui veut l'adopter va répondre adéquatement à ses besoins. Elle dit, je sais tout ça, mais la compassion que j'éprouve pour les parents me fout un sentiment de culpabilité. Si le changement de langage qui s'y termine. Alors ensuite aussi, elle raconte à quel point ça va être difficile de dire la décision alors qu'elle le sait en audience. Elle ne va pas dire de face. Elle va sortir. Puis là aussi, vous avez vu son sentiment de culpabilité en disant, est-ce que c'est moi qui suis lâche ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas assez courageuse pour le dire aux parents de face, hein, est-ce que c'est moi qui me cache? Et puis, donc justement, elle dit même, as-tu fait preuve de lâcheté en ne leur annonçant pas directement ta décision que tu connais déjà? Et puis aussi, vous avez vu par la suite un effet de hasard, elle va la recroiser dans la rue, une mère seule, alors qu'elle marche dans la rue, qu'il fait chaud. Elle est une femme dans une voiture, elle sortait d'un yoga chaud, bien établie dans la vie. Et puis cette femme comprend avec ce qui porte son voile, qui est fragile et qui se trouve dans cette situation-là, qui bien sûr que ça fait que renforcer sa culpabilité et même sa colère à l'égard du système, parce qu'elle a l'impression que, en gros, ce qu'elle a juste fait, c'est poursuivre la dislocation de famille. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans cette situation-là que je vous ai donnée, c'est que vous voyez, c'est intéressant parce que par essence, c'est l'enfant qui est vulnérable. Mais dans le récit, la juge n'en parle quasiment pas. Elle ne parle pas de la petite fille. C'est sympa, on n'en entend pas parler, mais ce qui est vraiment le point d'ancrage pour la juge, c'est la maman. D'ailleurs, elle va l'appeler la maman. Finalement, c'est sa prise de conscience que, en appliquant le droit tel qu'il est structuré, elle ne se sent pas du tout comme un juge qui va sauver l'enfant. Elle va plutôt se penser comme un juge bourreau. Hein, justement, c'est vraiment comme ça qu'elle va se penser. Et en fait, ce qu'elle va juste avoir comme sentiment, c'est que finalement, elle poursuit la tragédie de la famille qui était réfugiée, qui arrive au Québec, qui plonge, et finalement, elle retire l'enfant. Donc là, on voit vraiment, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'elle, de l'extérieur, vous avez vu, c'est des questions, c'est très rationnel, c'est des conditions. Donc en droit, on a une question de droit. Quel est l'intérêt de l'enfant au regard de cet article? Est-ce que c'est d'être admissible à l'adoption? On a nos 3 règles à appliquer. Et puis après, est-ce qu'ils ont pris soin? La mère, bien sûr, elle ne l'a pas fait depuis 6 mois. Est-ce qu'elle va renverser la présomption? Peu probable, étant donné l'état où elle est. Bien sûr, elle n'est pas accompagnée d'avocats adéquats, elle ne parle pas le français, donc bien sûr, pas de moyen de renverser la présomption. Elle est vraiment très vulnérable à l'égard du droit. Et puis, dans l'intérêt de l'enfant, elle l'explique, l'enfant est québécoise, parle québécois, donc elle pense vraiment que l'adoption est précise. Alors, juste peut-être un point important, c'est qu'au Québec, il n'y a pas d'adoption simple où il y aurait 2 liens de filiation qui peuvent être maintenus. On coupait clairement quand elle faisait ça, la filiation, l'acte, le lien de filiation entre les deux. Donc, c'est vraiment séparer l'enfant de sa mère, normalement de manière définitive, même si maintenant, il y a eu des assouplissements au niveau de la loi. Donc, vous voyez, vraiment, là, c'est intéressant. On parlait de la pratique de l'amour d'un seul coup, la personne institutionnelle qui pourrait être licenciée, le justiciable, le sujet de droit, la personne humaine juridique. Là, elle s'incarne véritablement dans ce cas-là avec la mère et elle prend un visage singulier, une histoire singulière pour la juge. Et on sent bien que sa souffrance, c'est que d'un point de vue de sa compassion, elle aurait sans doute eu envie d'aider la mère, essayer de trouver des solutions pour lui venir en support, mais le droit
l'amène vers l'enfant et l'amène à devoir faire cette rupture-là. Et ce qu'on a pensé avec Cindy, c'est que finalement, quand on lisait Ricoeur, il y avait beaucoup l'idée de l'acte phronétique du juge, hein, qui doit peser, qui doit trouver un équilibre pour être en quête du juste. Ben, d'une certaine façon, elle était un peu brimée parce qu'elle avait un acte phronétique impossible. Elle était la marge que le législateur lui avait laissée était assez réduite. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que on parle peu de la vulnérabilité ou de la fragilité de l'enfant, mais finalement, on parle beaucoup de la fragilité, de la vulnérabilité des parents et même ultimement de la fragilité, vulnérabilité de la juge, parce qu'on comprend qu'elle est blessée au terme de cet acte de juger. Donc, on voit qu'il y a des liens très importants qui peuvent être faits et que finalement, le juge, c'est un interprète sous contrôle. Il y a vraiment un cadre qui lui est donné. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours comme ça. Ce cas est particulièrement tragique, mais ça nous permet d'explorer ce point-là. Finalement, la réalisation du droit, qui est pourtant très simple dans ce cas-là, ça va se faire avec beaucoup d'émotions et avec, au final, le sentiment qu'elle a pris une décision injuste. Je pense que c'est ce qu'elle a au plus profond. Alors voilà, ça vous permet un peu de voir comment finalement, quand on regarde nos textes juridiques, on est dans le milieu de la rationalité, on est dans le milieu d'une logique de l'argumentation, mais comment finalement on n'est pas loin de l'expérience de l'amour, de l'expérience de la vulnérabilité. Moi, je pense quand même que ce qui est au plus profond, c'est l'expérience de la violence et de la haine. S'il y a une raison d'être dans le droit et s'il y a tout un processus rationnel, c'est justement parce qu'il y a toute cette violence par-dessous. Et finalement, on voit que les textes, même s'ils sont écrits très positivement, ils vivent avec cette expérience profonde de la vulnérabilité. Je dirais, on pense de la personne humaine, mais je pense de la société dans son ensemble. J'ai entendu M. Polo tout à l'heure qui parlait de liberté puis de nécessité. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, parce que j'étais un peu sur la fin, mais on comprend assez vite en droit que s'il n'y a pas de cadre, si vous n'avez pas une société libre et démocratique avec un cadre, exercer vos libertés, c'est impossible. Puis là, on le voit, si je veux exercer ma liberté, souvent, il faut que je puisse revendiquer quand les autres sont en train d'empiéter sur moi, donc pouvoir la réaffirmer. Et puis, on voit justement aussi que dans la réalisation de droits, amour et vulnérabilité ne sont pas loin et qu'il y a des situations où alors, je vais m'arrêter là. Je m'excuse, j'ai dépassé 3-4 minutes là, mais je pense que ça donne un aperçu finalement que droit, amour, vulnérabilité, fragilité, il y a beaucoup de travail à faire pour les faire travailler les uns avec les autres. Alors, merci.